En septembre 2019, Steven Weber Jr., âgé de 40 ans, et sa petite amie Kenisha Antoine sont partis en vacances sur l'île de Penbak. À ce moment-là, Steven fréquentait Kenisha depuis un certain temps et avait prévu de la demander en mariage durant ce voyage. Ce qu'aucun des deux ne savait cependant, c'est que le voyage le plus heureux de leur vie allait se transformer en une tragédie irréversible. Les bases de ce drame ont été posées dès leur arrivée sur l'île, lorsqu'ils se sont installés au Manta Resort, situé juste au large de la côte. L'établissement offrait une belle vue dégagée sur l'océan, ainsi qu'un espace sur le toit pour se détendre et profiter du climat tropical. Toutefois, la caractéristique la plus remarquable de ce complexe était sa chambre sous-marine, offrant une vue à 360 degrés sur la vie marine entourant le resort. C'est autour de cette chambre que Steven avait imaginé toute sa demande en mariage. Il enfila des lunettes de plongée et plongea jusqu'à l'une des fenêtres de la chambre, pendant que Kenisha commençait à filmer. Il déroula alors un message écrit sur une feuille placée dans un sac Ziploc et le plaqua contre la vitre. On pouvait y lire « Je ne peux pas retenir mon souffle assez longtemps pour te dire tout ce que j'aime chez toi, mais tout ce que j'aime chez toi, je l'aime davantage chaque jour. » Il retourna ensuite la feuille et de l'autre côté se trouvait sa demande en mariage adressée à Kenisha. « Veux-tu devenir ma femme ?» Oh, it's so cute. What? Il montra également la bague de fiançailles qu'il avait apportée pour l'occasion, avant de remonter à la surface afin d'entendre la réponse de Kenisha. À ce moment-là, Kenisha arrêta d'enregistrer et se précipita vers la partie supérieure, impatiente de lui donner sa réponse. Mais lorsqu'elle regarda à l'extérieur, au lieu de voir Steven souriant, elle ne vit rien. Steven était introuvable. Kenisha monta sur le toit, espérant qu'il s'y soit rendu. Malheureusement, il n'y avait aucun signe de Steven nulle part. Il avait disparu quelque part entre le moment où il lui avait montré la bague et celui où il devait remonter à la surface. Comprenant alors toute la gravité de la situation, Kenisha appela à l'aide et plusieurs habitants se précipitèrent pour lui venir en aide. Malheureusement, il fallut un certain temps pour retrouver Steven. Il flottait dans l'eau et à ce moment-là, il était déjà trop tard. Certains employés du complexe tentèrent de le réanimer en pratiquant une réanimation cardio-pulmonaire, mais sans succès. Steven avait mal évalué le temps qu'il pouvait retenir sa respiration sous l'eau et s'était noyé avant de pouvoir atteindre la surface. On peut même voir sa main trembler alors qu'il tient la bague vers la fin de la vidéo, son corps lui envoyant désespérément le signal qu'il avait besoin d'air immédiatement. Mais dans le but de faire passer son message et de rendre ce moment encore plus spécial, il ignora ces signaux et en paya malheureusement le prix ultime. Mini Joe est une chaîne YouTube qui publiait occasionnellement des vidéos de voyage jusqu'il y a environ 3 ans. La plupart de ces vidéos étaient des vlogs de voyage classiques mettant en avant les animateurs lors de différentes expéditions à travers le monde. Cependant, parmi la trentaine de vidéos mises en ligne, l'une d'elles se démarque par son caractère particulièrement troublant. Cette vidéo rassemble des images filmées par Joe et ses amis lors de plongées techniques dans le Blue Hole de Dahab, en Égypte, un site souvent considéré comme l'endroit de plongée le plus mortel au monde. Les chiffres exacts varient selon les sources, mais la majorité s'accorde à dire qu'entre 130 et 200 plongeurs y ont perdu la vie en tentant d'atteindre ces profondeurs. Cela représente en moyenne 8 décès par an, et malheureusement, ce nombre continue d'augmenter. Ce qui rend la situation encore plus tragique, c'est que les corps de nombreuses victimes ne sont jamais retrouvés, un élément qui contribue fortement au caractère glaçant de la vidéo de Mini Joe. Leur plongée a commencé comme n'importe laquelle, mais à mesure qu'ils descendaient de plus en plus profondément, ils ont découvert les bouteilles, les cordes et les combinaisons de ceux qui les avaient précédés et n'étaient jamais remontés. Certains restes étaient coincés dans des fissures étroites du fond marin, laissant entrevoir ce qui avait pu leur être fatal.
La plupart avaient également été envahis par l'environnement, suggérant qu'ils reposaient là depuis des années. Par-dessus tout, ces rencontres ont servi de rappel constant du danger réel et omniprésent que représente la plongée technique. Les plongeurs doivent souvent transporter plusieurs bouteilles lourdes avant même de pouvoir commencer la descente. Ensuite, une fois dans l'eau, ils doivent surveiller en permanence leur niveau d'oxygène tout en restant attentifs à leur environnement. Les choses deviennent de plus en plus dangereuses à mesure qu'ils plongent en profondeur, où la moindre distraction peut rapidement s'avérer fatale. Toutefois, tout cela est vrai pour n'importe quelle plongée, quel que soit l'endroit. Ce qui rend le Blue Hole de Dahab encore plus dangereux, c'est le faux sentiment de sécurité qu'il procure. Les Blue Holes, pour ceux qui ne le savent pas, sont comme des cavités verticales dans l'océan, beaucoup plus profondes que les fonds marins environnants. Celui de Dahab, en Égypte, en est une version encore plus extrême. L'un des principaux facteurs de sa dangerosité est sa profondeur d'environ 426 pieds, soit près de 130 mètres, une caractéristique qui n'est pas du tout évidente depuis la surface. De plus, la descente vers le fond est presque entièrement verticale. Cela surprend de nombreux plongeurs novices, les poussant à mal évaluer leurs réserves de gaz et à devenir tragiquement un nom de plus sur le mémorial situé près du site de plongée. L'un des cas les plus connus est celui de Yuri Lipski, un instructeur de plongée russe âgé de 22 ans, pourtant très expérimenté. Cependant, il n'avait aucune expérience préalable du Blue Hole de Dahab, ce qui lui coûta la vie. Les images récupérées de sa caméra de plongée le montrent descendant vers les profondeurs plus rapidement que prévu, luttant pour contrôler ses réserves de gaz et tentant de ralentir sa descente dans l'urgence, ce qui provoqua l'éclatement de son dispositif de flottabilité. Il finit par succomber à une intoxication à l'azote seulement 4 minutes après le début de sa plongée. Cependant, la profondeur extrême n'est qu'un des aspects du danger que représente ce Blue Hole. Comme l'illustre la vidéo de Mini Joe, l'autre facteur de sa létalité réside dans le réseau de grottes partiellement effondrées disséminées dans toute la zone. À première vue, elles promettent des paysages spectaculaires et semblent être des sites de plongée idéaux, mais en réalité, elles sont trompeusement difficiles à traverser. Des passages étroits et des rochers acérés s'y trouvent partout. La moindre erreur peut piéger un plongeur technique dans l'une de ces cavernes sans aucune possibilité de sortie jusqu'à ce que ses réserves de gaz s'épuisent inévitablement. Le relief rend également les opérations de récupération extrêmement complexes et de nombreuses familles des victimes choisissent souvent de laisser leurs proches sur place afin de ne pas mettre davantage de vie en danger lors des tentatives de récupération. Cela explique pourquoi Joe a découvert autant de combinaisons de plongée dans sa vidéo. En juillet 2016, un plongeur nommé Jacob Childs participa à une sortie de plongée en groupe au large de la côte du sud-est du Queensland en Australie. Le bateau s'arrêta à environ 35 miles, soit près de 56 km, au large des côtes, et Jacob fut l'avant-dernier à se mettre à l'eau. Cependant, 1 minute seulement après être entré dans l'eau, la ligne de plongée lui glissa des mains. Il pensa alors pouvoir nager jusqu'au bateau et recommencer, mais en s'en approchant, il fut choqué de constater que la corde avait été remontée. Avant même qu'il ne puisse réfléchir à la suite, un courant puissant balaya la surface de l'océan et l'éloigna du bateau. Pour aggraver encore la situation, le capitaine du bateau s'éloigna également pour aller pêcher pendant que tout le monde plongeait. Lorsque les autres plongeurs revinrent finalement à bord et réalisèrent que Jacob avait disparu, il était déjà complètement hors de vue, le laissant seul au milieu de l'océan, à 35 miles de la terre la plus proche. Cela dit, la distance qui le séparait de la côte était le cadet de ses soucis à ce moment-là. Pour commencer, l'eau autour de lui était à près de 20 degrés, soit environ 68 degrés Fahrenheit. Ce n'était pas assez froid pour le faire sombrer immédiatement dans l'inconscience, mais suffisamment pour lui faire perdre progressivement sa chaleur corporelle, le rendant de plus en plus vulnérable à l'hypothermie et à l'épuisement à chaque minute qui passait. De plus, la fin d'après-midi approchait et le soleil était sur le point de se coucher, ce qui signifiait que la situation n'allait qu'empirer.
Au bout d'un moment, un avion de secours survola la zone à 2 reprises, mais sans le repérer. Et cela alors qu'il faisait encore jour et que son dispositif de signalisation gonflable était visible à une certaine distance. Jacob savait qu'une fois la nuit tombée, ses chances d'être secouru chuteraient presque à zéro. Sun's going down. If the sun goes down, they won't do nothing. That's a wrap on old Jakey, I guess. Malheureusement, Jacob n'avait rien d'autre à faire à ce moment-là que d'attendre et de continuer à enregistrer ce qui pourrait bien être son dernier message destiné à sa famille. Identifier la bonne direction puis nager sur plus de 35 miles aurait été quasiment impossible. S'il avait tenté de rejoindre la côte par ses propres moyens, il se serait très probablement épuisé et aurait fini par se noyer en cours de route. Il essaya bien de suivre un bateau de pêche qu'il aperçut au loin, mais se rendit rapidement compte qu'il ne pourrait pas s'en approcher suffisamment pour attirer son attention, ce qui le laissa profondément abattu. It's way too far for me. It'd be like 15-16 meters now. C'est beaucoup trop loin pour moi. Il doit y avoir environ 15 ou 16 miles maintenant. De plus, s'éloigner trop de son point de départ aurait également réduit ses chances d'être secouru, car les équipes de recherche n'auraient plus su où le chercher. À mesure que le ciel s'assombrissait et que l'avion de secours échouait à le repérer à plusieurs reprises, la frustration commençait à s'installer. There's a plane coming back. There's a rescue boat way over there. Helpful, that. Il y a un avion qui revient. Il y a un bateau de secours là-bas, au loin. Il n'en restait pas moins que l'eau de mer salée le déshydratait fortement, réduisant ses chances de survie à chaque minute qui passait. Cependant, Jacob était suffisamment expérimenté pour savoir que paniquer ou se mettre en colère ne servirait à rien. La meilleure chose à faire était de rester sur place, tout en fournissant le moins d'efforts possible. Après avoir dérivé au milieu de nulle part pendant plus de 6 heures, il fut finalement repéré par un hélicoptère et mis en sécurité à bord d'un bateau de secours. Le soleil étant presque entièrement couché à l'horizon, il passa dangereusement près de perdre la vie ce jour-là. Heureusement, il put se rétablir sans garder de séquelles permanentes. Le 26 mai 2013, un groupe de 3 remorqueurs tentait de stabiliser un pétrolier pendant une violente tempête, à près de 20 000, soit 32 km, au large des côtes du Nigeria. C'est à ce moment-là que l'un des bateaux, nommé Jaskin 4, fut frappé par une énorme vague rogue. Le navire chavira, s'enfonçant rapidement sous la surface de l'eau en quelques secondes seulement. La société à l'origine de cette opération, West African Ventures, lança immédiatement une mission de secours. Cependant, les conditions météorologiques extrêmes rendaient toute opération immédiate quasiment impossible. Ils envoyèrent finalement un hélicoptère pour tenter de repérer d'éventuels survivants ayant réussi à regagner la surface. Malheureusement, après une journée entière de recherche, aucun membre de l'équipage du Jaskin 4 n'avait survécu. La société n'eut donc d'autre choix que de présumer le décès de l'équipage et de lancer une mission de récupération des corps. Cette tâche fut confiée à 6 plongeurs de saturation qui posaient des conduites sous-marines pour le pétrole à proximité. La seule raison de ce choix était leur proximité avec le lieu de l'accident. Néanmoins, il leur fallut près d'une journée pour atteindre le site et commencer les recherches pour retrouver le Jaskin 4. Les vagues violentes avaient déplacé sa position de manière significative par rapport à l'endroit où il avait chaviré, ce qui fit perdre encore plus de temps avant que la mission de récupération ne puisse véritablement débuter. Malheureusement, ce n'était pas le seul obstacle auquel les plongeurs de secours allaient être confrontés lors de cette mission. Une fois qu'ils localisèrent le Jaskin 4 et plongèrent jusqu'à lui, ils découvrirent que le bateau était retourné à l'envers.
Il reposait désormais sur son mât principal qui pouvait s'effondrer à tout moment. En raison d'une forte activité de pirates dans la région, toutes les entrées du Jaskin 4 étaient également verrouillées, obligeant les plongeurs à utiliser des torches sous-marines spécialisées rien que pour accéder à l'intérieur. Malheureusement, leur hypothèse initiale s'avéra correcte. Dans l'après-midi du 28 mai, soit 2 jours après le naufrage du Jaskin 4, l'équipe de secours parvint à récupérer les corps de 4 membres de l'équipage, tandis que 2 étaient encore portés disparus. Mais alors que tout espoir semblait perdu, l'un des plongeurs, Tony Walker, fit une découverte incroyable. Pour contexte, Tony était guidé depuis la surface par son superviseur, Kobe Verrett. Il respirait également un mélange gazeux contenant de l'hélium, ce qui rendait sa voix plus aiguë. En explorant le bateau à l'envers, il aperçut ce qui ressemblait à une main humaine. Il supposa qu'elle appartenait à un autre membre de l'équipage décédé. À sa grande surprise, la main bougea et le saisit en retour. All right, so you should be walking on the ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. All right, you found one, yeah? He's alive, he's alive. Okay, keep him there. All right, just, all right, just hold him there, okay? Just keep him there. No, I don't know what we're gonna do. All right, just keep him there and keep him calm, okay? All right, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. Il s'agissait de Harrison O'Kenny, 29 ans, le cuisinier attitré du Jaskin 4. Après plus de 60 heures passées sous l'eau, Harrison était d'une manière ou d'une autre encore en vie. Il semblait également parfaitement conscient de tout ce qui se passait autour de lui et resta calme, aidant ainsi les sauveteurs à accomplir leur travail. Apparemment, Harrison se trouvait dans la salle de bain lorsque le bateau chavira. Il tenta de se précipiter vers la trappe de secours, mais l'eau se précipita à l'intérieur et piégea l'équipage. À sa connaissance, il fut le seul à survivre après avoir fabriqué un radeau improvisé à l'intérieur avec du contreplaqué, du carton et un matelas. Une fois qu'ils l'eurent retrouvé, les sauveteurs lui donnèrent de l'eau potable et un harnais pour le maintenir près d'eux. Cependant, les plongeurs savaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps pour planifier une mission de sauvetage correcte. En effet, la poche d'air dans laquelle Harrison se trouvait était sur le point de s'épuiser, probablement en moins d'1 heure. Harrison aurait pu suffoquer si les sauveteurs n'agissaient pas assez vite. D'un autre côté, ils ne pouvaient pas simplement l'attacher à une corde et le remonter à la surface. Il avait déjà passé plus de 2 jours et demi dans un environnement à très haute pression. Le remonter trop rapidement aurait pu provoquer un syndrome de décompression qui peut être mortel dans les cas extrêmes. Heureusement, en raison de leur travail consistant à installer des conduites sous-marines pour le pétrole, les plongeurs étaient parfaitement équipés pour gérer ce type de situation. Plus précisément, ils disposaient d'une cloche de plongée pressurisée attachée au navire, dans laquelle ils placèrent Harrison après consultation d'un médecin. Si cela avait été une équipe de plongée classique avec un équipement de plongée standard, ils n'auraient rien eu pour maintenir Harrison en vie. Une fois à la surface, il dut également passer un certain temps supplémentaire dans une chambre de décompression afin d'éviter le syndrome de décompression et il s'en sortit relativement bien après cela. Cependant, bien qu'il se soit rétabli physiquement, le traumatisme mental d'avoir été coincé dans un bateau à l'envers au fond de l'océan pendant plus de 2 jours, sans savoir si quelqu'un viendrait le sauver, lui a laissé un stress post-traumatique dont il se remet encore aujourd'hui.